Bernard Vouilloux, bon, nous le connaissons maintenant. Ben, je dirais simplement que c'est un passionné de Gaëtan Picon. C'est la première chose qu'il faut dire. C'est le pilier de notre conseil scientifique. Et le reste est accessoire. Professeur de littérature française du XXe siècle à la Sorbonne. Professeur de littérature à Sorbonne. Vous êtes aussi responsable au sein d'un laboratoire du CNRS, le CELF, de l'axe littérature, art, médium, et je me réjouis de la collaboration de nos deux laboratoires à cette occasion, Bernard. Vous êtes un spécialiste des liens entre littérature et les arts, entre le verbal et le visuel, m'écrit-on, entre la littérature et les arts. Et sur ce point, vous êtes évidemment très proche de Gaëtan Picon. Vous partagez la même démarche, ce même rapport extrêmement essentiel, passionnant, pour lequel vous avez consacré une œuvre considérable. Alors, je ne vais pas citer tous vos ouvrages, plus d'une vingtaine d'ouvrages, mais qui commence en 1994 avec un texte qui dit en lui-même votre projet, la peinture dans le texte, 18e, 20e siècle, jusqu'au votre dernier texte, Plateau fantasmatique, et Gisèle Vienne chez Shelter Press en 2020. Je pourrais aussi citer le tableau vivant, Friné, l'orateur et le peintre, chez Flammarion en 2002, récemment réédité dans leur collection de poche Champ en 2015, ou encore l'œuvre en souffrance, entre poétique et esthétique, le tournant artiste de la littérature française. On voit bien le thème qui vous meut. Et nous vous écoutons donc aujourd'hui pour... vous allez parler du texte dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, c'est-à-dire le texte de Gaëtan Picon, 1863, naissance de la peinture moderne, avec pour titre, et bien justement, 1863-1974, de la naissance à la fin de la peinture moderne. Nous vous écoutons. Alors, je ne sais pas si je serai aussi sévère que vous-même, mais je le serai tout de même un peu. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, et je vous remercie Pierre pour votre présentation, vous voudrez bien m'excuser d'adopter une présentation assez formelle. Je vais lire mon texte. Je l'ai, comme je l'ai annoncé ce matin, passé au gueuloir, pour reprendre l'expression fameuse, et je l'ai minuté. J'arrive à peu près à 26 minutes, donc ça laissera très peu de chance, très peu de place pour les questions, à supposer même que je ne dépasse pas les 26 minutes. Bien. Alors, 1863, naissance de la peinture moderne, comme vous le savez, a été publié en 1974 aux éditions Albert Skyra, et l'on peut dire que c'est le dernier grand essai sur l'art de Gaëtan Picon, car on ne peut pas tenir pour tel le texte de présentation de l'édition des carnets catalans de Miro, qui paraît 2 ans plus tard dans la collection des Sentiers de la Création, ni Journal du surréalisme, publié la même année, quelques mois après sa mort. Notre ultime essai se clôt avec un chapitre qui a simplement pour titre 1863, aujourd'hui. Cet épilogue, qui est assez dans la manière des romans de ce 19e siècle que Picon connaissait si bien, ne saurait étonner le lecteur. Le livre, en effet, balaie large. La date de 1863 n'est que le point de cristallisation de tendances dont certaines remontent non seulement au romantisme, mais à la peinture des périodes antérieures, tandis que bien d'autres pages évoquent la voie que la nouvelle peinture, vous savez, c'est la formule du critique d'art Duranty, très actif durant cette seconde moitié du XIXe siècle, voit donc que la nouvelle peinture aura ouverte aux peintres du siècle suivant. Et de ce point de vue, et cela a été dit ce matin par Antoine Compagnon, par sa façon de pivoter autour d'une date, l'essai de Picon n'est pas sans évoquer les ouvrages publiés peu auparavant par ses 2 très proches amis, Yves Bonnefoy, Rome 1630, L'horizon du premier baroque, publié en 1970, et Jean Starobinski, 1789, Les emblèmes de la raison, paru en 1973,
avec plusieurs années de retard, car ces deux titres ouvraient la collection sur les balances du temps que Bonnefoy avait créée aux éditions Flammarion, et c'est le mauvais vouloir du coéditeur milanais qui fit échouer le projet d'y publier l'essai de Picon, la collection Idées et recherches, fondée par Bonnefoy chez le même éditeur, ayant entre-temps pris le relais. Si l'idée même d'une ouverture finale sur aujourd'hui n'a rien pour étonner le lecteur de cet essai, c'est l'ensemble des propositions qu'il contient qui le caractériserait comme un épilogue d'une tonalité mélancolique, assez semblable à celle qui se perçoit dans les dernières pages de Madame Bovary ou de l'Éducation sentimentale. Le dernier chapitre de 1863 est porté par une interrogation, je cite, « Cézanne part de Manet. C'est à bon droit qu'il lui dédie, vers 1873, une moderne Olympia. Mais partons-nous encore de Cézanne ?» Voilà qui tranche avec les lignes qui, dès la deuxième page, présentaient la peinture qui émergea à l'occasion du Salon des Refusés comme, je cite, « la source de la nôtre ». Certes, au cours du livre, on peut être désigné les survivances et écarts dans lesquels se sont engagés des peintres qui n'ont pas rompu le lien ancien de la représentation avec l'imaginaire. Au cours de ces pages conclusives, Picon nous invite d'abord à voir dans certaines tendances de l'art des années 1960 une coupure, voire un déraillement sur la ligne qui s'est ouverte un siècle plus tôt. Ce n'est pas la première fois qu'il envisage cette hypothèse, mais l'on peut dire qu'elle s'impose à lui avec une force croissante à la fin des années 1960, d'une part dans le sujet de l'art, texte inédit issu de la conférence prononcée à Genève en 1967, texte inédit donc qui ouvre le recueil Les lignes de la main en 1969, et qui est celui qui s'avance le plus loin dans l'analyse de ce que l'on nommera 20 ans plus tard la crise de l'art contemporain. D'autre part, dans le dernier chapitre, d'Admirables tremblements du temps, en 1970, qui porte sur le temps dans l'art d'aujourd'hui. Peu après, la tumultueuse exposition 60-72 voulue par Georges Pompidou n'a pu que conforter Picon dans son jugement, comme le fait apparaître le texte qu'il signe à la fin du catalogue, un essai de mise en question. Alors, pour exemplifier le déraillement, l'épilogue reproduit deux œuvres, et malheureusement, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de glisser sur ma clé USB les images dont je voulais me servir. Bon, après tout, à l'heure d'Internet, vous pouvez très bien vous connecter sur un moteur de recherche et les retrouver facilement. Alors, il y a deux œuvres donc reproduites. Tout d'abord, une vue de la performance de Robert Morris, cite, en 1964, qui montre l'artiste découvrant Caroline Schneemann posant nue en Olympia, et le tableau hyper réaliste d'Alain Jacquet, Déjeuner sur l'herbe, qui est de la même année. Dans le sujet de l'art, comme dans Admirable, l'hyperréalisme était déjà dénoncé comme relevant de la répétition, de l'accumulation, car c'est bien de ce courant que relève le tableau d'Alain Jacquet. Et ce courant était illustré dans Admirable par une œuvre de Richard Estes, mais le temps spatialisé du regard-objet, qui est, selon Picon, la marque de cet art de répétition, caractérisait aussi bien l'abstraction cinétique de Vasarely que les sérigraphies de Warhol, le nouveau réalisme, représenté par une œuvre d'Armand, et la figuration narrative avec une œuvre de Falström. Qu'une partie non négligeable des courants artistiques récents au moment où Picon écrit 1863, n'est pas rompu avec la figuration, c'est bien la preuve que ce qui est en cause ne réside pas dans l'alternative entre figuration et abstraction. Au reste, depuis ses premiers écrits sur l'art, Picon n'a cessé d'insister sur ce point. Ainsi, le lien au sensible, qui est bien sa pierre de touche, n'est nullement coupé dans des œuvres dites abstraites, comme les texturologies de Dubuffet. En vérité, c'est au cas par cas qu'il faut examiner la position des œuvres par rapport à l'Ilia
aux données du monde. Si déraillement il y a eu sur la voie de l'art moderne, il trouve en effet sa cause dans la rupture du rapport que l'art entretenait avec le monde. L'épilogue de 1863 permet alors de remonter tout le temps qui s'est écoulé depuis Manet et d'aligner les signaux d'une sorte de désymbolisation des œuvres que les essais généralistes ou monographiques avaient déjà commencé à relever. Si l'on trouve dans les écrits antérieurs de Picon quelques-uns des prolégomènes théoriques et les premières esquisses historicisées de ce qu'il formule en 1974, il en a été question notamment ce matin, la tonalité de ces dernières pages ne peut, ultima verba, en quelque sorte, ne peut qu'incliner le lecteur à y voir une sorte de testament. Pour dégager les différentes raisons qui ont pu le conduire à cette conclusion, il nous faut donc remonter les sentiers de sa pensée. On peut déjà y repérer 3 grandes balises. En premier lieu, l'élaboration philosophique des problèmes liés à l'art, entre l'essai sur Nietzsche, 1937, et le panorama des idées contemporaines, 1958. Ensuite, à partir du début des années 1960, la place prépondérante prise dans son activité critique par les textes sur l'art, l'art, cet objet silencieux, dit-il. Enfin, indissociable de ce passage à l'art, comme il le déclare en 1975 dans ses entretiens avec Céla Minard, le passage à l'acte d'une écriture personnelle qui n'est ni de commentaire, ni de réflexion, avec Un chant de solitude, 1968, et L'œil double, 1970, sans oublier, chronologiquement situé entre les deux, mais Jean-Louis en a très bien parlé ce matin, Les Jardins du Luxembourg en mai 1968, dont le statut est hybride, ce qui peut expliquer la prise de distance de ses amis de l'éphémère. Alors, l'argument selon lequel le déraillement serait dû à la rupture du rapport que l'art entretenait avec le monde, non seulement est central dans la pensée de Picon, mais il permet aussi de mesurer tout ce qui le sépare de Malraux, lequel, soit dit en passant, j'y reviens, n'est guère allé au-delà de Picasso et n'a pas de l'art contemporain une connaissance aussi précise, tant s'en faut. Picasso, bon, c'est ce que j'aurais voulu aussi répondre à Stéphane tout à l'heure quand il est intervenu, il est actif tout de même dès le début du XXe siècle. On ne peut pas franchement dire. Alors il se renouvelle, je vous accorde qu'il y a beaucoup de choses passionnantes dans le dernier Picasso, mais enfin, ce n'est pas ce que l'on appelle, pour Malraux, l'art d'aujourd'hui, l'art de son temps, l'art qui émerge. Alors la thèse de Malraux, à laquelle Picon s'en prend régulièrement, au moins depuis sa limpide recension de la métamorphose des dieux en 1958, il en a été question tout à l'heure, est liée à la définition du 3e moment de l'art qui court de Manet à l'abstraction. Sous le régime de l'intemporel, selon Malraux, la signature constituerait à elle seule le tout de l'œuvre, la peinture ne renvoyant plus qu'à elle-même, sorte de autotélisme de l'art. À cette thèse, Picon, dans 1863, oppose celle de Bataille, qui parle de la majesté de n'importe qui et déjà de n'importe quoi, et encore celle de Dutuit, pour qui la nouvelle peinture révèle alors la, je cite l'expression de Dutuit citée par Picon, haute signification des choses. Même si Picon ne manque pas de relever dans des pans entiers de l'abstraction non géométrique, qu'elle soit informelle, gestuelle ou lyrique, une assomption de la signature. Ce fut le cas, et c'est un grief que l'on retrouve chez Michaud, dans les peintures de Georges Mathieu. Aussi bien Picon s'accorde à y voir effectivement une sorte d'autoglorification du moi de l'artiste. Alors, certes, il y a cela, mais la thèse de l'art signature chez Malraux ne fait que pousser à sa plus extrême conséquence le mouvement de négation qui est, pour Malraux, un peu, je dirais, comme pour Schopenhauer, c'est un parallèle que je risque, consubstantiel à l'art. C'est en effet en tant que l'art est négation du monde qu'il échappe au tragique de l'histoire. Il n'est pas jusqu'au premier moment de la métamorphose des dieux, celui du surnaturel, qui ne suscite des réserves de la part de Picon. Qu'il s'agisse de Lascaux, des antiquités de Damas et d'Alep ou du Sphinx,
qu'il évoque dans un autre texte des lignes de la main, la note du temps. Picon oppose à l'immanence positive et réconfortante, en quoi consisterait pour Malraux, et Picon cite une phrase de la Métamorphose des dieux, la présence dans la vie de ce qui devrait appartenir à la mort, hein, ce que lui, Picon, perçoit comme l'éclair d'une transcendance moins exaltante qu'accablante, hein, celle d'une survie, d'une survie, d'une vie au-delà de la vie et d'une vie plus intense, en quelque sorte, d'une vie d'après la mort, qui ne devrait son intensité qu'au fait qu'elle n'est pas la nôtre. Hein, ce n'est pas notre vie. De sorte que pour Picon, le moment de l'art est celui qui s'étend entre la transcendance du sacré, disons la fin du Moyen-Âge, voilà, et l'immanence profane de la fabrication technologique. Aujourd'hui, 1974. Entre l'image anonyme du mythe, hein, et l'extériorité de certaines œuvres contemporaines. Je reprends des expressions d'Admirable. Picon est aussi peu hegelien que schopenhauerien ou spenglérien. On ne saurait imaginer divergence plus radicale entre les deux auteurs. Chez Picon, elle trouve sa racine dans une conception philosophique qui, délaissée sur Nietzsche, articule l'art à la vie et donc au temps, ce qui le conduit à contester, encore dans la note du temps, la notion d'intemporel sous laquelle Malraux subsume tout l'art depuis Manet. Pour Picon, en effet, je le cite, « Ce qui est vivant, ce n'est pas l'intemporel qui le révèle, c'est le temporel. Le temps contient la vie, et la vie qui le dépasse et le dissipe. Jusque dans l'indication d'un dépassement du temps par la vie qu'il contient. La formulation est on ne peut plus nietzschéenne. Elle marque que le temps ne saurait être appréhendé comme une catégorie a priori, ainsi qu'il en va chez Kant, mais qui n'existe que par et dans la vie, laquelle est fondamentalement devenir. À l'échelle d'une vie, le devenir du sujet peut certes être perçu comme une altération, voire une dégradation, mais ce travail du tout autre en soi est la condition d'une vraie liberté pour le soi. Dans la mesure où l'expérience vécue de la finitude, qui est celle de toute vie qui se pense, fait sortir celle-ci de sa condition et de sa solitude. C'est bien dans ce périmètre que se déploieront les textes d'écriture libre de Picon, le moment venu, dans le temps existentiel des crises sentimentales, professionnelles et politiques qu'il traverse au cours des années 1960. Sans entrer dans le détail des nombreux développements que la notion de temps connaît dans l'ensemble des écrits de Picon, retenons au moins, car cela concerne directement ce qui est ici en question, que le nouage de la vie et du temps est bien ce à quoi se mesurent les œuvres. Voici ce qu'il écrit dans sa lettre à Jean Dubuffet du 18 avril 1968, retenez la date, hein, lettre recueillie dans les lignes de la main. « Ce qui a été est venu au monde mort-né ou plein d'une vie dont il reste quelque chose. Où commence, où s'arrête la vie? Il me semble que c'est la seule question. » Le rapport des œuvres au monde, une image en rend compte, celle de la seconde ligne, que Picon a trouvée dans une remarque de Goethe, rapportée par Eckermann. Dans tel paysage de Rubens, disait Goethe, la lumière émane de deux sources dont l'une contredit nécessairement l'autre, l'une qui appartient au monde physique auquel renvoie le tableau, l'autre au monde de Rubens. Mise en œuvre dans le livre sur Ingres, récemment réédité avec une belle introduction de François Lallier. Le livre qui date de 1967. Cette image se développera par la suite dans celle des deux corps. La parole de l'art, comme Picon la nomme, est conditionnée par la coprésence de ces deux corps. Avant que l'art ne devienne central dans sa réflexion, l'essai d'un style de l'esprit contemporain par lequel il ouvre son panorama des idées contemporaines donne la clé de ce qui menace cette interaction, la mutation s'étant opérée alors même que l'art entrait dans son moment moderne. Le mouvement d'extrême spécialisation des savoirs et l'effacement concomitant de ce qui, à travers eux, maintenait des liens avec et entre la littérature, l'art, la religion, le passé,
à substituer à l'unité totale du monde d'hier la totalité plurielle du monde contemporain. Au monde succèdent les mondes. Je prends cette phrase donc, dans cette introduction au panorama des idées contemporaines. L'unité était garante de l'objectivité, qui elle-même présupposait la différenciation du sujet et de l'objet. L'objet était, pour ainsi dire, cadré par la représentation, laquelle, du fait de la distance ainsi établie, pouvait l'offrir à la contemplation, à la théoria. Or, pour une approche totalisante des données de la réalité, l'objet se confond avec la visée qui le constitue, ce qui a pour effet de rendre caduque la distance, et avec elle, la subjectivité. De fait, le mouvement d'indifférenciation qui se profile à la fin du XIXe siècle, et le panorama reproduit, je le rappelle, en particulier des textes de Dilthey et de Bergson. Ce mouvement, en réduisant l'objet au processus qui le constitue et en substituant l'immédiateté du contact à la vision à distance, trouve son achèvement dans une descente au fondement. L'idée me vient à l'esprit, je fais le rapprochement très rapidement, c'est à cette époque-là que dans Die spätrömische Kunstindustrie, l'industrie de d'art de l'Antiquité tardive, Alois Riegel introduit la notion d'art tactile, qu'il rebaptisera, enfin, qu'il a d'abord appelé haptique, mode haptique de saisie des choses. Donc, une descente au fondement. Je cite Picon, « La pensée cesse d'être pensée du monde pour devenir le vécu du monde, l'identité de la parole et du réel. » En d'autres termes, à l'ère de la totalisation, chaque savoir, chaque pratique revendique pour soi la totalité. À la différence de l'unité, la totalité n'autorise plus le choix et le cadrage, mais impose le prélèvement, le transfert tel quel du réel. Le sujet de l'art est on ne peut plus clair sur ce point. Je lis, « L'indistinction des arts, conformément au mouvement de fond de l'art moderne, déplace l'accent de ce corps second qui était constitué par l'épaississement d'une visée du réel particulière au moyen d'une personne et au moyen d'un genre, sur le corps premier. » En assignant au moment de l'art les deux bandes du mythe et de la reproduction ou de la production technologique, Picon la rime très clairement à une époque de la pensée qui établit entre le sujet et l'objet un rapport nécessaire, celui en l'occurrence que l'artiste et donc l'œuvre entretient avec le monde, avec le réel. C'est pourquoi toute une partie de la peinture, depuis Manet, s'inscrit dans le droit fil de ce qui l'a précédé. La différence résidant dans le fait que la représentation choisissait dans les apparences du monde sensible l'objet qu'il lui fallait faire apparaître, parce que cette représentation était adossée justement à un imaginaire, quand désormais le présent pictural saisit l'objet dans le moment où il se constitue. Cependant, à la visée du réel par une conscience qui est le sceau du rapport de l'œuvre au monde, la logique de la totalisation est encline à substituer un rapport de captation du symbolique par le réel. Le monde, s'appropriant le langage, devient langage, de sorte qu'il n'y a plus qu'un monde-langage, celui, par exemple, et l'exemple est de Picon, du dernier Joyce, celui de Final Gunswag. C'est là que nous retrouvons les manifestations symptomatiques du déraillement qui se serait produit sur la ligne ouverte en 1863. À lire l'épilogue du livre de 1974 à la lumière des textes antérieurs, nous comprenons que ce déraillement était en quelque sorte programmé par les œuvres qui, comme celle de Flaubert, de Cézanne, de Mallarmé, assumaient, je cite des expressions que je relève dans le sujet de l'art, l'identité du réel et du rationnel. En prenant leur distance, ces œuvres, aussi bien à l'égard des médiocres subjectivités du lieu commun que des subjectivités géniales du style personnel. La subjectivité, certes, subsiste par éclat, souligné encore Picon chez Manet, chez Kandinsky, dans l'Ulysse de Joyce. Mais de Mondrian à Vasarely, les structures surgissent sans médiation apparente. Et c'est seulement parce que la lecture, le regard peuvent encore ici et là repérer chez Cézanne un rapport vivant au monde,
chez Kandinsky également, qu'une continuité avec l'art des époques antérieures est susceptible d'être maintenue. C'est affaire de lecture, de regard et donc d'interprétation. De sorte que cette lignée de l'art moderne apparaît désormais non comme dominante, mais comme fragile et pour un peu secondaire. Un exemple particulièrement éclairant de la ligne de crête sur laquelle se situe l'art depuis 1863 met en jeu la spatialisation du temps. Si cette spatialisation du temps constitue l'une des caractéristiques les plus importantes de la nouvelle peinture et opère également dans l'abstraction optique ou cinétique de Vasarely, c'est avec des valeurs inversées. Alors que chez Vasarely, le présent n'est que le temps spatialisé du regard-objet, acte sans souvenir et sans attente. Dans la nouvelle peinture, la spatialisation du temps avait pour corollaire une temporalisation de l'espace. Et loin de conduire à un fond de mort, Picon renvoyait au balcon de Manet, elle cherchait plutôt, dans son geste, à saisir l'éphémère, l'immédiat, se voulant fidèle à ce qui brille dans une présence innocente, animale, qui ne se sait pas promise au destin. Il se trouve dans les dernières pages un passage troublant. Enfin, je le cite, enfin, à partir de la première aquarelle abstraite de Kandinsky, l'art est devenu le monde sans rapport de dualité, de réciprocité. Le tableau partant du tableau, le produit venant du produit. Et inversement, le monde produit ou le monde naturel pourra devenir l'art sans concession, sans modification, sans dualité. Troublant, ce texte l'est parce qu'il semble remettre en cause les jugements antérieurs de Picon sur ce peintre, dont il vient de présenter encore en 1972 chez Karl Flinker un carnet de dessins datant de 1941. Et l'ambiguïté est levée lorsque, dans les lignes qui suivent, cette rapide rétrospection est caractérisée comme, je cite, une lecture critique. Et là, il ouvre une de ces parenthèses meurtrières dont on a parlé, et qui sont très fréquentes chez lui, lecture critique, entre parenthèses, appauvrissante en ce sens qu'elle vide l'œuvre de son intention, la sépare de son origine pour la situer dans l'espace de la culture, parmi les formes du musée, et plus tard, parmi ces autres produits que sont les formes de la civilisation industrielle. Alors, je rassure le maître de cérémonie, j'aborde la ligne de sprint. Il me faut à peu près encore 5 minutes, et j'en aurai terminé. Allez-y, la référence au musée, monde que Picon connaît mieux que quiconque, nous oriente dans une direction qui a beaucoup sollicité sa réflexion au cours des 15 dernières années de sa vie, notamment dans Culture et Création, dont Pierre a si bien parlé ce matin. Le musée est, si l'on peut dire, la figure matérialisée de la culture, et celle-ci n'est elle-même qu'un autre nom de la totalité plurielle. Les cultures, écrit-il dans le sujet de l'art, sont devenues la culture, avec une majuscule. Le mouvement semble inverse de celui qui, dans le champ de la pensée et des pratiques, fait passer d'un monde à plusieurs. Mais c'est le même, dans la mesure où cette totalité qu'est la culture, elle aussi, arrase les différences et exclut les choix. Dès lors que l'on comprend que la totalisation entraîne l'uniformisation, il devient clair que le musée imaginaire, indépendamment de ce que Malraux en a fait, porte à son extension maximale la destination muséale de la culture. Picon ne l'écrit pas en toutes lettres, mais c'est ce qui ressort de ce qu'il écrit à Dubuffet en 1968. Année cruciale, il en a été beaucoup question ce matin. Il fait d'abord état de la culture comme institution, préposée aux commémorations et à une admiration de commandes. Ensuite, de la culture comme connaissance, à la fois quantitativement extensive et émotionnellement indifférente, de sorte que, à la révérence imposée de la culture comme institution, répond la révérence indifférente de la culture comme connaissance. Cette seconde forme est peut-être pire.
car au nom du savoir, elle peut cautionner telle ou telle entreprise révisionniste, comme celle qui vise à réhabiliter les peintres pompiers dénoncés dans un autre texte recueilli dans les lignes de la main, d'un art à l'autre. On voit qu'en ces deux exceptions, la culture est en parfaite adéquation avec le devenir totalité du monde. On ne parle pas alors de mondialisation ou de globalisation. L'indifférence affective est commandée par une situation où l'abolition des écarts, des différences, c'est-à-dire le nivellement, font du monde langage un espace réticulaire où tout peut être relié à tout au gré des multiples jonctions qui le parcourent. Nous parlerions aujourd'hui de connexion. Cet espace est aussi celui de l'histoire devenue totalité virtuelle. Dans la mesure où la totalisation implique la spatialisation du temps, la mise à disposition de chacun du passé tout entier trouve sa traduction dans la culture. Or, recevoir le spectacle de toutes les jonctions de l'histoire n'a rien à voir avec la découverte d'un chemin. Au fur et à mesure de notre cheminement, il est apparu que le déraillement signalé à la fin de 1863, loin d'être un accident de parcours, est en réalité l'un des effets des mutations en cours depuis la seconde moitié du XIXe siècle. La peinture, à laquelle Picon s'est attaché dans ce dernier grand essai, comme dans les textes qui l'ont précédé, ne serait en définitive qu'une voie secondaire, un chemin, voire un sentier. Et peut-être est-ce pour faire face à l'obligation de s'engager pleinement dans son choix qu'il est passé à un autre registre d'écriture en mai 1964, date à laquelle il entreprend un champ de solitude. Or, déraillement est le terme qu'il y utilise pour parler de l'accident de voiture, dont les conséquences vont susciter ce long monologue d'une conscience dédoublée. De ce livre, comme de L'œil double et des jardins du Luxembourg, je regrette de ne pas avoir le temps de parler. Je m'en tiendrai à cette seule phrase que je tire d'un chant de solitude. Parler de déraillement, d'arrivée, n'aurait de sens que si la vie était un voyage qu'un naufrage, un arraisonnement peut interrompre, ou que l'on poursuit jusqu'au terme où les délégations et les journalistes attendent nos déclarations et notre récit. Dans un temps de détresse, in dürftiger Zeit, disait le poète, Gaëtan Picon s'est inventé un chemin de pensée sur lequel il ne pouvait y avoir de déraillement, car à ce chemin, qui n'est pas un chemin viatique, mais vital, un terme était nécessairement fixé, qui est le même pour tous. Merci. Merci Bernard pour cette magnifique ode à la liberté de l'art et par l'art. Comme si, c'est vrai que le 80 de Quincy disait que l'architecture avait une temporalité beaucoup plus longue que toutes les autres activités humaines, et c'est vrai de l'art en général, comme si l'art avait attendu 1863 pour connaître son 1789. Et je dirais, pour expliquer ce travail sur la liberté de l'art, vous avez souligné 4 points qui me semblent fondamentaux dans votre conférence. D'une part, cette question de la négativité de l'art par rapport au monde, et c'est une négativité de protection pour ne pas subir les injonctions du monde. Et je parlerai ici plutôt que d'un art coupé du monde, un art qui suspend le monde, alors qu'il ne le suspend pas de façon éternelle, ni même intemporelle, d'où la question fondamentale du temps chez Picon, qui la suspend un moment, mais qui permet à l'art de faire son œuvre de liberté. Et puis vous avez aussi évoqué le fait que Picon fuyait les fausses oppositions, les schématismes, figures, abstractions, ou les écoles, ou tout ce qui, enferme l'art dans une logique un peu d'identification de groupe, qui lui était tout à fait étrangère. Et puis vous avez aussi montré combien cette quête de la liberté de l'art était un chemin de crête, vous avez utilisé l'expression, entre la subjectivité et ses limites, ses dangers d'une part, et la structure de l'autre. Alors c'est compliqué de trouver cette liberté entre subjectivité et structure, et je pense que l'ensemble de la réflexion de Gaëtan Picon sur l'art emprunte ce chemin de crête. Et puis je terminerai par quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental, c'est-à-dire le fait que
l'art moderne a réouvert la question de l'espace-temps. Oui. Vous l'avez très bien dit, spatialisation du temps, mais aussi temporalisation de l'espace, c'est-à-dire a réouvert la question kantienne de l'esthétique transcendantale, mais sous une nouvelle forme, celle d'une poétique transcendantale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel de l'art moderne, et qu'on trouve en architecture tout autant qu'en peinture, et qui est... Et cette réouverture, c'est la condition, c'est le cas chez Kant, c'est la condition à la fois de l'expérience intelligible et de l'expérience sensible et de leur réunion, et ce qui est évidemment la force de l'art. Et je dirais que cette réunion, à travers l'expérience de l'espace et du temps, c'est la condition de la liberté. Vous l'avez admirablement montré. Voilà. Donc j'imagine. Donc j'ai dit que j'étais moins sévère que vous. Donc si vous avez quelques questions à poser à Bernard, je crois que nous avons un peu de temps. La liberté pétrifie, c'est la grande leçon de l'histoire politique et aussi artistique. Et c'est vrai, alors vous avez fait référence à Bataille, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et c'est vrai qu'on sent que ce fond initial surréaliste, que l'expérience surréaliste initiale n'a jamais cessé de faire son œuvre sous des formes. Je suis allé voir, par exemple, ce que Picon écrivait de Duchamp dans le journal du surréalisme, puisque dans les années 1960, toute la critique américaine qui veut tourner le dos au moment moderniste et à l'action painting, à Greenberg, Pollock, etc., invoque justement Duchamp. Duchamp est le maître à penser de la nouvelle génération, des minimalistes notamment. Eh bien, dans le journal du surréalisme, Picon fait une présentation, comment dire, qui n'est pas du tout à charge des ready-made de Duchamp. Il est vrai qu'il replace là dans son contexte, qui est celui de Dada et de toute cette effervescence dans les années de la fin de la guerre et de l'après-guerre. Mais il n'y a absolument pas d'exclusif. Non, non. Ce qu'il a en vue, c'est plutôt la postérité de Duchamp dans les années 1960-62.